Bonjour à tous, bonjour à toutes, joyeuse Pâques, mes excuses si je prends un peu de temps, la grosse majorité d'entre vous le savent, je bosse beaucoup la semaine et quand j'ai un long week-end, j'aime en profiter. Bref, mes excuses, voilà. Rentrons dans le vif du sujet, on va revenir aujourd'hui sur DaVinci Resolve 16, la bêta, et nous allons nous attarder sur la fonction, la principale nouveauté, celle qui a été mise le plus en avant par Blackmagic pendant cette présentation ONAB 2019, à savoir la page cut. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la page cut, comment est-ce qu'on monte dedans, quelles sont les fonctions à utiliser pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre comment elle fonctionne. Et aussi, surtout, ce que je voudrais faire, c'est répondre à une question que tout le monde s'est posée, qu'on se pose, c'est pourquoi cette page cut, à qui elle s'adresse exactement. J'ai entendu plusieurs réactions après sa présentation sur les réseaux sociaux affirmant que c'était un outil dédié pour les monteurs débutants, plus simple en termes de montage, pour que les débutants puissent rapidement monter sans devoir se casser la tête, apprendre le logiciel, etc. Donc une sorte, si vous voulez, d'iMovie, made in Blackmagic, d'équivalent d'iMovie, après une page edit qui est certes très complète, mais un peu plus complexe. Alors, mettons les choses au clair tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, mais alors pas du tout. Pour moi, cette page cut, elle s'adresse encore aux monteurs professionnels et pas aux débutants. Alors, elle s'adresse à un certain type de monteur professionnel. Et donc, ce que je vous propose, c'est que, après qu'on ait parcouru les options de dérochage, de montage, eh bien, je vais vous donner deux situations de montage et vous expliquer mon analyse, selon moi, à qui s'adresse cette page cut. Donc, tout d'abord, vous ne serez pas dépaysé, MediaPool, où on retrouve ces rushs importés dans le projet. Fenêtre de visualisation, cette fois-ci, contrairement à la page edit, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, je reviens dessus. Et timeline, même chose, contrairement à la page edit, il n'y en a pas une de timeline, il y en a deux. Donc, attardons-nous d'abord au niveau du MediaPool, à savoir pour l'importation. Donc, ici, vous avez la vue vignette, où vous retrouvez l'intégralité de vos plans que vous avez importés dans le projet. Première petite différence par rapport à la page edit, si vous vous souvenez, dans la page edit, il n'y a pas directement d'outil importé. Vous ne pouvez pas file import directement. À part si vous glissez de votre fenêtre, de votre explorateur Windows ou de votre fenêtre Finder, vous devez pour ça aller dans la page média, naviguer parmi vos disques et glisser dans le MediaPool. Ici, page cut, nouveauté, vous pouvez cliquer ici, tac, et vous pouvez importer des rushs. Voilà. Ce que j'ai fait par exemple, j'ai importé ici quelques rushs de Lovely Day. Tout comme dans la page Edit, vous allez pouvoir afficher par détail. Vous allez retrouver le détail des métadonnées et de vos rushs mis les uns à la suite des autres avec toutes leurs informations de métadata. Et nouveauté ici de la page cut, vous allez pouvoir cliquer par liste, afficher par liste de vignettes. Ainsi, liste de vignettes où chacun des clips sont l'un au-dessus de l'autre et donc prennent la longueur de la fenêtre. Et lorsque vous allongez cette fenêtre, les clips prennent la longueur de la fenêtre. Alors par contre, parenthèse, dans la présentation de Blackmagic au NAB, il était possible, lorsque on parcourait ces vignettes avec notre curseur, on a un skimmer, vous voyez, et il était possible directement de voir le survol, comme dans FCP10, de ces plans, directement sur la fenêtre média. Ce qui n'est pas le cas chez moi. J'ai cherché 2-3 options, je n'ai pas trouvé, sincèrement, j'ai pas trouvé d'option pour l'afficher. J'en conclus à un bug de bêta, donc si ça fonctionne chez vous, dites-le moi et dites-moi si c'est une option à afficher. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Bien, alors, une autre différence assez importante, retenez-la parce qu'elle va justement être assez explicite pour ce que je voudrais vous montrer dans les deux cas de montage. Si vous vous souvenez, dans la page Edit ou dans la page Média, lorsque on clique sur un plan, on peut avoir accès ici aux métadonnées et ajouter toutes sortes de métadonnées très diversifiées pour indiquer sur notre plan que c'est telle scène, tel plan, telle prise, il y a telle couleur, c'est pas bon, c'est bon, etc. Et vous pouvez voir ici que dans la page Cut, il n'y a pas. Ben non, il n'y a pas. La seule façon d'accéder en fait et de modifier des métadonnées, c'est d'aller dans la page détail et de directement aller sur la colonne en question pour ajouter certaines métadonnées. Cependant, 1, c'est pas très pratique. 2, ça ne fonctionne qu'avec les métadonnées descriptives. Ça ne fonctionne pas, par exemple, regardez les flags, clip color. Ça, je peux pas y toucher. Première chose. Et si vous vous souvenez, donc, dans la page Edit, une fois qu'on avait déroché, on pouvait classer, hop, comme ceci, par beaucoup de types de métadonnées. Ici, dans la page Cut, vous allez pouvoir classer uniquement par certaines métadonnées, les métadonnées de timecode, les métadonnées de caméra, de durée, et les noms de clips. Donc seulement 4 métadonnées qui sont en fait les métadonnées sortant directement de votre caméscope, intégrées dans chaque fichier. Pas besoin d'en ajouter des
personnalisé. Donc passons à notre fenêtre média. Comme énoncé précédemment, une seule fenêtre média, pas un moniteur source, un moniteur de montage. Ici, ce moniteur est dynamique et regardez, pour switcher de l'affichage de ce qu'il y a dans votre media pool et ce qu'il y a dans votre timeline, vous avez deux boutons ici au-dessus. Tac, voilà, là je suis sur un plan de mon media pool. Ici, tac, voilà, je switch sur la timeline. Il est possible également, si je clique ici dans la timeline, je switch automatiquement sur le moniteur de montage. Si je double-clique sur un plan, tac, je switch immédiatement sur le moniteur source. Alors ensuite, regardons. Les raccourcis sont les mêmes, JKL, comme dans la page Edit, pour lire votre plan, faire pause, retour arrière, etc. Première différence par rapport à la page Edit, nous avons une micro-timeline en dessous affichant le waveform. Il est possible dans la page Edit d'afficher le waveform, un micro-waveform, sous votre moniteur, comme ceci. Comme ça, voilà. Vous voyez, on peut voir le waveform. Cependant, ici, nous allons retrouver d'autres outils, précisément ici, regardez. Hop. Hop. Alors, regardez, par exemple, les raccourcis vont toujours fonctionner, du I et du O. La différence, c'est que si, par exemple, ici, je clique, regardez, j'ai cliqué une fois, qu'est-ce que je vois ici avec précision? Vous avez ici le point d'entrée de mon plan, ici, le point de sortie. Je vais modifier la tête de lecture, voilà, je vais réactiver en cliquant ici, par exemple, voilà. Et vous pouvez voir donc ici que nous avons les détails, des images précises. Là, je suis à mon point de sortie. Je peux cliquer ici. Hop, voilà, et je suis à mon point d'entrée. Voyez. Et on peut voir précisément sur un skimmer control l'image où je me trouve. Et si je clique, je modifie, regardez, tac, 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 on peut modifier à l'image près. Plus 1, plus 2, moins 3, moins 4. Voyez, et vous pouvez voir combien d'images précises vous ajoutez, vous retirez à votre point d'entrée ou à votre point de sortie. Vous avez également la possibilité de switcher image par image avec les deux outils de contrôle qui viennent de s'afficher dès que j'ai cliqué sur l'un ou l'autre. Regardez ici, tac, 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 tac. Voilà, vous pouvez voir en fait que mon point d'entrée s'est déplacé. Même chose pour mon point de sortie, image par image. Voilà, et donc vous pouvez voir ici que mon point de sortie, bon, c'est pas évident ici parce que le plan est un peu tout le temps le même, mais donc voilà, mon point de sortie donc se déplace image par image, avec ces deux raccourcis, pour se positionner précisément sur un point d'entrée, un point de sortie. Autre fonction, je clique ici pour désafficher l'outil de position précise à l'image de mes points in et points out. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'ici on passe sur le moniteur de montage, ici sur le moniteur source. Alors qu'est-ce que cette troisième option? Vous allez voir, c'est très pratique. Je vais sélectionner ici une bonne partie de mes plans, voilà, et je vais cliquer ici sur cette icône qui s'appelle Source Tape. Regardez. Tac. Alors, à première vue, rien de changé. À première vue, oui, regardez. Je suis en train, vous voyez, ici, en fait, dans ma petite timeline, j'ai tous les plans que j'ai sélectionnés qui sont positionnés. Si vous regardez ici, vous pouvez voir des barres. Ce n'est pas très évident à cause du waveform audio, mais regardez, il y a des barres. Et en fait, chacune de ces barres blanches représente un début, une fin de plan. Si par exemple, mais ici, je suis dans tel plan. J'ai une barre ici. Dès que je passe la barre, tac, je suis sur un autre plan. Vous voyez? Et surtout, regardez le media pool. C'est ça qui est très intéressant. Je parcours ma matière. Hop, regardez, tac. Vous voyez ici, je vais changer de plan. Regardez lequel est sélectionné dans le media pool. Je vais changer de plan. Tac, voilà. Vous voyez, très, 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 très pratique parce que alors du coup, vous pouvez parcourir votre matière. Si vous cherchez une image précise, un plan, vous vous rappelez que c'est tel plan avec les comédiens et le bébé. Vous ne savez pas où il est à travers des centaines de rushs que vous avez ici. Hop, vous appliquez le source tape, vous parcourez. Hop, 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 hop. Ah, voilà, voilà, c'est cette image-là que je cherchais. Pac, elle est ici. Et voilà, vous avez retrouvé le plan. Très pratique. D'autre part, cette fonction source tape va se combiner avec ceci, le fast review. Regardez, je vais cliquer ici sur fast review. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est juste en train de lire à vitesse accélérée, vous allez me dire. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne va pas être évident de le voir ici parce que la quasi-totalité de mes rushs ont une durée assez élevée. Mais en fait, plus vous avez une durée de rush élevée, plus le plan va se lire rapidement. Plus vous avez une durée de rush courte, plus le plan va se lire lentement. Cet outil est justement fait, vous voyez ici, il vous suffit simplement, vous sélectionnez tous vos plans, et vous cliquez ici et vous laissez tourner et vous pouvez parcourir toute votre matière rapidement pour vous rappeler rapidement des plans que vous avez tournés.
par exemple. Voilà, très pratique aussi. Dans ce même source tape placé dans la micro-timeline en dessous du moniteur, vous allez pouvoir vous positionner sur un plan, faire un I, faire un out, également utiliser les outils précis et positionner, c'est ce que je vais faire ici, hop, directement dans la timeline. Voilà, et vous pouvez voir que j'ai positionné, je vous parle des fonctions ici juste après, j'ai positionné mon plan dans la timeline et mon moniteur source reste actif. À savoir que maintenant, je peux toujours parcourir, je vais aller chercher un autre plan, tac, tac, hop, je vais l'insérer, voilà, hop, voilà qui est fait. Et donc, je peux parcourir toute ma matière. Vous voyez, de nouveau, je lis, je rapplique le Fast Review. Voilà, donc très pratique, vous voyez, supposez, vous placez tous vos plans, vous vous dites, ok, bon, qu'est-ce que je voudrais utiliser? Vous parcourez rapidement, vous avez une image, ah voilà, ça c'est bien, hop, première ours, vous prenez un in-out, vous le placez dans la timeline, hop, vous relancez le Fast Review, dès que vous arrivez sur une zone A que vous aimez plus, de nouveau, hop, in-out, paf, vous le placez directement dans la timeline, etc. Et vous créez votre première ours de façon très rapide en vous fiant uniquement à vos images. Passons maintenant à quelques opérations de montage et aux timelines. Première différence pour parcourir notre matière dans la timeline. Donc, vous l'avez vu, il y a deux timelines. Nous avons une petite timeline ici. Alors, on peut la parcourir ici rapidement. Petite spécificité, petite précision à faire, cette timeline n'est pas que visuelle pour parcourir. Vous allez pouvoir également regarder si je positionne ici ma souris, mon curseur, j'ai des outils et je peux directement, hop, trimer les plans dans cette, hop, petite timeline. Elle est active, ce n'est pas juste une timeline visuelle. Alors, petit raccourci assez pratique que je vous invite à utiliser. Si vous utilisez la touche CTRL enfoncée et que vous utilisez votre molette, vous allez pouvoir regarder, tac, 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 parcourir rapidement, de nouveau, survoler votre timeline intégrale. Et donc, une autre timeline. Ici, la différence, regardez, donc les deux communiquent. Notre tête de lecture reste toujours au même endroit. Elle ne bouge pas. C'est la timeline du dessous qui scrolle. Vous voyez exactement. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le mouvement est en train de se répéter. Alors, donc en fait, le principe est simple. Ici, dans cette timeline, vous avez l'intégralité, tout votre montage, tout. Quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre un montage de 4 heures, vous verrez tout votre montage de 4 heures ici, tous vos plans qui sont dans la timeline. Si je vais par exemple ici dans ma micro-timeline en bout, je suis bien en bout de ma timeline. Si je vais ici au début, je suis en début. Donc tout ce qu'il y a ici dans cette micro-timeline, c'est l'intégralité, toujours l'intégralité de votre timeline de montage. Ça ne va jamais zoomer dedans pour montrer une zone plus précise, jamais. Dans cette timeline-ci, on garde toujours la même longueur de plan zoomée. C'est-à-dire de nouveau que je n'ai pas d'outil de zoom, contrairement à la page edit où, vous le savez, dès qu'on a quelque chose dans la page edit, on fait CTRL+ ou CTRL- pour zoomer. Ici, il n'y a pas d'outil de zoom. Vous avez automatiquement toute la timeline, l'intégralité de votre montage et une zone précise indiquée par la seconde timeline. Eh bien, voyons maintenant quelques outils de montage, d'insertion de votre plan, de votre moniteur directement dans votre timeline. Je vais reprendre un autre plan. Out. Alors, donc, on retrouve ici des options qui sont similaires à ce que vous connaissez dans la page Edit. Quand on clique, hop, on place. Cependant, avec des subtilités. Par exemple, ici, j'ai le Smart Insert. Qu'est-ce que le Smart Insert? Eh bien, c'est une insertion. Si je me positionne sur une coupe, je peux faire directement Insert et vous pouvez voir que mon plan s'est inséré dans la timeline à mon point de coupe. Quelle est la différence? Regardez maintenant si je me positionne ici, par exemple. Voilà, là, sur ce plan ici. Vous savez ce qui va arriver avec la page Edit si maintenant je fais un insert. L'insert, il va scinder, couper ce plan-ci en deux, écarter et insérer le morceau de plan entre les deux. Regardez ici. Tac. Est-ce qu'il a coupé mon plan? Non, regardez. Mon plan ici reste intégral. Regardez, il n'a pas coupé. Regardez où il a positionné la coupe. Je vais faire un CTRL-Z. Je vais prendre un plan plus court pour que ce soit plus évident. Regardez, je reprends et Smart Insert. Tac, vous voyez? Même si j'avais ma tête de lecture ici, et pas sur mon point de montage, sur ma coupe, hop, il a quand même inséré le plan à la coupe la plus proche de la tête de lecture, même si je n'étais pas dessus. Où que vous soyez dans la timeline, il va toujours, avec le Smart Insert, chercher la coupe la plus proche entre deux plans. Il ne va jamais scinder un plan en deux pour insérer entre les deux. Ensuite, voyons le Append. Même chose que le Append at End dans la page Edit. Par exemple, si je prends ce plan-ci, voilà, et que je fais donc Append, tac, mon plan se positionne directement en fin de montage. Où que soit ma tête de lecture dans le montage. Donc, pour un premier ours, voilà par exemple des outils assez pratiques que vous connaissez depuis la page Edit. Tac, je reviens ici. Vous voyez ici ce qui a été pratique?
c'est que j'ai pas dû dézoomer, faire un Maj Z pour revenir directement à mon ancien point de montage. Il m'a suffi simplement de tac, je veux aller à la fin de ma timeline, tac, je clique. Et je reviens, tac, d'un seul coup. Pas besoin de faire Maj Z, pas besoin de CTRL+, CTRL-, tac, on est tout de suite à cette zone-là. Le Ripple Overwrite, vous connaissez, tuto que je vous ai montré sur compléter un ours par les viewers. Je vais reprendre un autre plan, je vais me positionner ici, je vais prendre un plan très court, et je vais faire un Ripple Overwrite, tac, et donc j'ai remplacé le plan sous ma tête de lecture qui s'est adapté, la longueur de ma timeline s'est adaptée pour que, tac, il n'y ait pas de gaps, et directement le plan soit remplacé et la timeline s'est adaptée. Fonction que vous connaissez. Close-up, ça c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose, je vais directement ici prendre un plan et je vais faire close-up, tac. Première chose, vous pouvez voir qu'il s'est placé au-dessus, sur la piste du dessous. Du coup, si je parcours, c'est donc mon plan du dessus qui apparaît. Mais il y a une autre différence. Est-ce que vous avez vu laquelle? Regardez l'image ici. Regardez l'image là. Ah oui, elle a été zoomée. Elle a été zoomée. Il a zoomé dans l'image. Close-up, c'est sa particularité. Dès que je vais le positionner, il va se mettre au-dessus de la piste et il va zoomer dans l'image. De nouveau, c'est une fonction, on peut se demander à quoi elle sert. Je vais revenir là-dessus lors de mes exemples. Et donc, du coup, si je veux maintenant modifier ce zoom ou autre, je vais ici sur les effets. Vous avez regardé ici la palette Tools. Voilà. Et en fait, ce que je peux faire, vous voyez, je peux directement, hop, modifier la position de mon plan pour recadrer ou bien dézoomer. Voilà. Par exemple. Voilà. Vous voyez ici, dès que j'ai cliqué ici, j'ai eu une palette d'outils ici de position. Place on top, je crois que vous connaissez. Si je fais place on top, voilà. Pas besoin de chercher très loin. Il place sur la deuxième piste, cette fois-ci sans zoomer, tout simplement. Et ensuite, il y a ceci, le Source Overwrite. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas le détailler ici parce que je n'ai pas encore bien saisi ces fonctions. Je vais encore creuser. Voilà, vous avez quelques options d'insertion dans la timeline, quelques options d'effet. Maintenant, voyons un peu le montage dans la timeline. Comme je vous l'ai expliqué, donc, cette petite timeline est dynamique, elle n'est pas que visuelle. Elle permet donc de directement se positionner, de prendre et déplacer un plan, voilà, de le repositionner, voilà. Ou bien, autre fonction, on peut prendre un plan, on peut le glisser vers la timeline du dessous, et là, on peut aller le positionner dans une zone plus précise, dans la timeline zoomée. Dans le sens inverse, ça marche aussi. Par exemple, si je prends ici mon plan et que je le glisse, hop, regardez, hop, j'ai pu le glisser au-dessus et le positionner dans ma petite timeline. Les deux timelines sont intégralement dynamiques. Ensuite, chose importante et intéressante, cette timeline ne réagit pas comme la timeline Edit de Resolve. À savoir, si vous vous souvenez, je vais faire un Maj Z ici, quand je sélectionne ici un plan et que je le déplace, je suis par défaut en mode écrasement. Donc, il déplace, il ne modifie pas la timeline, il ne bouge pas les autres plans, etc. Il ne fait que écraser ce qu'il y a par-dessus. Si par exemple, regardez ici, je vais prendre un plan et je vais le prendre et le déplacer. Regardez. Si je positionne par exemple ici, vous avez vu, tac, j'ai pu directement changer la position et le réinsérer entre les deux autres plans. Cette timeline, ceux qui viennent de Final Cut Pro 10, vous voyez, voilà, tac, hop, elle réagit de façon intelligente. Voilà, regardez, tac, hop, voilà. Si je prends ici mon plan et que je le glisse comme ça, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai écrasé tout mon plan et j'ai remplacé le plan précédent par le plan que j'ai déplacé. Si je prends ici mon clip et que je le glisse sur la coupe ici, tac, qu'est-ce qu'il fait? Tac, j'ai interverti les deux plans. Il a automatiquement poussé le reste de la timeline. En fait, les monteurs Final Cut Pro 10 ne seront pas dépaysés. On retrouve ici un fonctionnement très similaire à la Magnetic Timeline de Final Cut Pro 10, avec cette page cut. Ce qui est très pratique, notamment dans la modification de montage de la timeline. Par exemple, regardez, je vais me mettre ici, voilà, sur ce plan-ci. Je vais faire un CTRL B, voilà, pour CTRL B qui fonctionne toujours pour faire une coupe. Et donc ce plan-ci précisément, ce que je voudrais faire là, c'est le repositionner au début de mon montage, parce que, voilà, je pense que c'est une bonne partie de plan pour introduire. Et ben donc, qu'est-ce que je fais directement? Je peux clac, tac, voilà, aller tout au début, hop, pac, pac, hop, et hop, j'ai inséré au début, en repoussant tout le reste. Très pratique, ça va beaucoup plus vite que dans la page Edit, je vous rappelle, supposez que je sois comme ça, là, je vais devoir sélectionner, dézoomer, prendre, contrôle, déplacer, hop, tac. Pas très pratique. Voilà, donc ici, voilà, on retrouve vraiment les fonctionnalités basiques
de la Magnetic Timeline de Final Cut Pro 10, avec donc une double timeline, vision intégrale de la timeline, vision plus zoomée. Voyons la suite et intéressons-nous maintenant au raccord de précision. Vous vous souvenez certainement que dans la page Edit, par défaut, lorsque on n'a pas d'outil sélectionné et que nous sommes en mode choix, on positionne notre curseur, on sélectionne notre plan. Si on se positionne à une coupe, nous sommes en mode roll. Ici, par exemple, si je prends ici, tac, je trim mon plan en laissant un vide. Ce qui n'est pas le cas de la page Cut. Dès que vous allez positionner votre curseur sur un plan, vous êtes comme avec l'outil Trim. Si je me positionne par exemple avec mon curseur à la coupe ici, regardez, tac, je trim et je suis en mode Ripple, à savoir, je suis en train de modifier la coupe en modifiant la durée totale de montage sans laisser de gaps, ce qu'on appelle des gaps, des fillers, les zones noires. Si je me positionne ici au centre du plan, je suis de nouveau directement en mode glissement et pas en mode déplacement, comme ceci. Vous voyez ? Si je me mets ici, donc, coulissement. Si je me mets ici, glissement, mais glissement intelligent, à savoir, regardez, tac, 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 tac. Si je le déplace ici, paf. En fait, ce qu'il a fait, c'est un trim ici. Il a déplacé le plan sans modifier ici le point de sortie de mon plan avant. C'est un glissement intelligent. Il a rallongé, il a redéplacé le plan en écrasant et en conservant le plan à la même place. Bref, cette page cut ici en Edit évite toujours, dans un maximum de cas possible, l'apparition de gaps de noir. Bien, voilà pour ce qui en était de l'outil Trim ici directement dans la timeline ou, comme je vous l'ai expliqué, qui fonctionne directement dans la petite timeline, la micro timeline, et vous voyez que ça s'adapte automatiquement, et nous sommes directement en mode Ripple. Si je veux être en mode roll, qu'est-ce que je fais? C'est tout simple, je me mets au centre de la coupe. Et là, hop, vous pouvez voir que je suis en mode roll. Directement. Alors donc, maintenant, oui, beaucoup d'entre vous l'ont vu, si je me mets sur une coupe, tac, j'active ici quoi? J'active un éditeur de précision. Un éditeur de précision différent de ce que on a dans la page Edit, un éditeur de précision qui ressemble assez à celui de Final Cut Pro 10, toutefois plus limité. On voit donc ici notre plan sortant, on voit donc ici notre plan entrant. On a ici des vignettes qui nous indiquent la matière qu'il y a avant, la matière qu'il y a après. On peut dès lors se positionner en mode roll, voilà, hop, ou en mode ripple, tac, 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 voilà. Et de façon précise, évidemment, ici, plan sortant, tac, 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 ici, plan entrant, tac, 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 tac. Alors, petit aparté, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent très bien que c'était l'une des fonctions de Final Cut Pro 10 que j'adore, son éditeur de précision que j'attendais, et j'attendais vraiment son arrivée dans Resolve. Cet éditeur de précision de Final Cut Pro 10 est quand même vachement pratique parce que justement, vous avez la possibilité de voir toute la matière avant, toute la matière après, sans changer votre point de montage. Oui, même dans la page Edit, c'est vrai que si on se positionne avec l'éditeur de précision, par exemple, voilà, on peut voir avec le roll, avec le ripple, donc la matière avant, la matière après, mais en changeant le point de montage. À savoir ici, si je veux voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, je dois changer mon point de montage. Dans Final Cut Pro 10, ce que je trouve super pratique, c'est qu'on voit les deux plans se décaler, afficher toute leur matière avant, toute leur matière après, et on peut la parcourir, la survoler et la lire en temps réel, sans modifier notre point de coupe, et puis ensuite cliquer là où on veut mettre notre point de coupe. Bon, comme je l'ai dit, cet éditeur de précision-ci est plus limité, et j'ai très vite déchanté, parce que si on retrouve une représentation similaire à l'éditeur de précision de Final Cut Pro 10, j'ai pas de possibilité pour lire en temps réel, ici, pour parcourir, survoler, pour cliquer directement, pas du tout. Ça, je n'ai pas. Vous voyez, ça aurait été intéressant de voir ici, justement, avec la souris active, le survol, l'image ici défiler, qu'on voit vraiment les points de coupe, pouvoir la lire en temps réel avec la touche L, etc. et cliquer, paf, pour dire je veux être à ce point-là. Ça aurait été très pratique, ce n'est pas le cas ici. Donc, on n'est quand même toujours pas dans la praticité et la précision de cet éditeur de précision de Final Cut Pro 10 que j'aime beaucoup. Bien, donc ça, c'était pour ce qui en était des éditeurs de précision des outils Trim. Avant que je ne revienne sur une partie des effets, on va parcourir rapidement les outils qu'il y a ici. Ici, ce que vous allez pouvoir créer tout simplement, c'est une nouvelle piste. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de possibilité directement de créer une autre timeline. Vous avez directement ici une nouvelle piste pour placer vos différents plans sur 1, 2, 3, 4 niveaux de positionnement. Les outils d'ajout de marqueurs, tac, vous connaissez, je vous ai montré les marqueurs, comment est-ce qu'on les emploie dans la timeline ou dans les moniteurs sources, tac. Et ici, l'outil magnétisme que vous connaissez. Si je le désactive, voilà, je parcours ma matière. Si je l'active, ma tête de lecture se magnétise aux coupes, ce que vous connaissez.
Bien, donc parcourons les premiers effets. Vous pouvez voir ici que vous avez 3 boutons. À quoi correspondent ces 3 boutons? Si je me positionne ici par exemple sur une coupe et que je fais ceci, il ne se passe rien. Pourquoi? J'y reviens après. Si je fais ceci, dissolve, voilà, vous avez ici typiquement la transition qu'on connaît, le fondu enchaîné. Si je fais ceci, qu'est-ce que c'est le smooth cut? Tac. Je suis sûr que vous connaissez le smooth cut, le morph cut, hein, c'est la séquence de morphing qui calcule en fait les différentes images et qui morphe en fait pour calculer les différentes images pour faire un fondu comme s'il n'y avait pas de coupe, qui coupe ce qu'on appelle les jump cuts en montage. Donc autrement dit, quand vous avez une coupe dans un personnage par exemple qui parle en interview et que vous avez coupé une partie et donc que tac ça saute. Ce smooth cut, ce morph cut va vous permettre justement de calculer les images intermédiaires pour que la coupe ne se voit pas. Ici, ça ne va pas du tout fonctionner, évidemment, parce que les 2 plans ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, vous pouvez voir que quand je clique sur la transition, je peux de nouveau la positionner avec précision, avec un éditeur de précision. Bien. Et donc, je vous parlais ici du cut. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, simplement, si je clique dessus maintenant, tac, hop, il enlève la transition. Enlever votre transition, revenir à un cut normal, faire un fondu enchaîné ou raccorder votre jump cut avec un smooth cut, outil rapide. On retrouve les autres transitions de la page Edit ici, hein, si je clique ici au-dessus. On retrouve ici toutes celles que vous retrouvez dans la page Edit. On retrouve également vos titres, tous ceux qui existent dans la page Edit. Et ici, vos différents FX, vos différents effets. Bien, revenons maintenant sur la particularité de cette page cut, les outils, les tools mis directement ici. Si je clique, une fois, donc vous l'avez vu tout à l'heure, on a accès à des effets rapides. Ici, les effets, évidemment, de transformation, c'est-à-dire de zoom, pan, tilt, zoom, rotate, etc. Tout ce qui est au niveau de notre image, zoomer, dézoomer, que vous connaissez, ou déformation, déformation en perspective. Ou alors ici, vous les connaissez, ce sont les outils de flip, flip horizontal, vertical. Bien. Les outils de crop, vous connaissez, rogner votre image. Les outils audio, volume, monter, baisser l'audio, que vous connaissez. Les outils de retime. Si vous vous souvenez, je vous ramène sur le tutoriel de DaVinci Resolve 15 pour modifier la vitesse. Vous allez retrouver ici les outils de ralenti, d'accélération, de rampe. Et ce que vous allez voir ici, donc, ghosting, ça c'est la possibilité d'activer en fait, si vous faites un ralenti, les fondus enchaînés entre les images. Et si vous allez ici, donc, l'optical flow, le flux optique, calculer les images intermédiaires pour avoir un ralenti fluide, que vous connaissez. Les outils de correction caméra, à savoir la stabilisation, que vous connaissez, stabiliser votre plan s'il tremblote, les lens correction, vos aberrations type rolling shutter, obturateur roulant, qui déforme votre image pour corriger ces problèmes-là. Les outils de Ken Burns, de pan, à savoir lorsque vous faites un zoom, vous avez une image fixe ou quoi, et que vous voulez l'animer pour faire un zoom à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver ici le Ken Burns pour faire un travelling, un zoom intérieur animé sur la durée du plan. Et ici, donc, il nous reste les modes de compositing. Donc, si vous avez 2 plans, je vais en positionner un ici, hop, tac, l'un au-dessus de l'autre. Si je sélectionne ici, par exemple, et donc que je vais dans le compositing, je peux baisser son opacité pour faire apparaître le plan du dessous, ou bien directement changer, tac. Les modes de fusion, vous connaissez les modes de fusion, je vous ai expliqué ça dans le compositing. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'étendre sur ces effets, voilà, vous comprenez très bien à quoi ils servent. Ceux-ci aussi, voilà. Et ici, vous allez retrouver vos différentes résolutions, vos formats de travail, et vous pouvez directement custom pour revenir dans les master settings et modifier les paramètres de votre projet. Donc ce que vous avez ici, ce sont les grands standards. HD, 4K, Full HD, portrait, vous voyez, ils ont même pensé à la vidéo verticale. Et le square, carré parfait, comme Mommy de Xavier Dolan, si vous avez vu le film. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet des fonctionnalités de la page cut. C'est rapide, on n'a pas vu tout en détail, c'est pas la peine. Maintenant, avec ce qu'on a vu, maintenant que vous connaissez ces fonctions, ce que je voudrais maintenant, c'est vous expliquer mon analyse. Pourquoi cette page cut, à qui elle s'adresse, et pour cela, on va prendre 2 cas précis de monteurs vidéo. Dans un premier temps, imaginez un monteur fiction, court-métrage ou moyen-métrage. Donc tout d'abord, il y a eu un tournage, il y a eu une préparation, il y a eu une écriture de scénario, il y a eu un découpage technique. Donc il y a déjà un fil rouge sur lequel s'appuyer pour la continuité de l'histoire de notre fiction. Première chose. Ensuite, il y a eu un tournage, il y a eu des indications de plan, comme ici sur Lovely Day, où on a des indications de tel plan, telle prise, telle séquence. Sur le tournage, il y a eu une script qui a rempli des rapports, qui a noté ici tel plan a
la prise s'est bien passée selon le réalisateur, mais problème de son, etc., 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 etc. Une fois que le monteur prend les plans. Première chose, supposons qu'il ait 1 mois de montage pour monter le film. Donc, il va prendre par exemple 1 semaine pour dérusher. Donc, il va faire une vision de plan avec le réalisateur, il va prendre des notes, il va avoir des rapports de script, des rapports de montage qui vont lui indiquer qu'il y a tel plan qui est bon, tel plan qui n'est pas bon. Il va reparcourir, il va indiquer avec les métadonnées, en se servant des métadonnées ici, tous les plans, à savoir plan 1, prise 2, prise 3, etc. Il va visionner, revisionner, indiquer quels sont les plans qui sont corrects, quels sont les plans qui ne sont pas corrects. En revisionnant, en rediscutant avec le réalisateur, il va indiquer des marqueurs pour dire ceci, 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 cela. Et il va donc vraiment passer 1 semaine, disons 1 semaine sur le mois, à s'imprégner de la matière, à la dérusher, comme vous connaissez le terme, pour bien s'y retrouver à travers toute cette matière. Et en plus, il sait plus ou moins comment va se construire le montage, puisqu'il y a un scénario, il y a un fil rouge à respecter. Vous connaissez le principe, je vous renvoie à mes tutos sur le dérochage. Ensuite, il va commencer à monter, il va créer un premier ours, à l'à peu près. Il va rediscuter avec le réalisateur. Est-ce que tu ne trouves pas que ceci, cette séquence-là, est-ce que je pense... Il va commencer à rediscuter, il va aller rechercher d'autres plans, il va peut-être réessayer d'en réinsérer en faisant une 2e version, puis ensuite après il va refaire une 3e, où là il va zoomer dans la timeline, il va plus se concentrer sur les raccords avec précision, et il va faire ainsi plusieurs séquences, les unes à la suite des autres, pour avoir au final un montage cohérent. Maintenant, essayez d'imaginer un autre monteur, un monteur news, un monteur pour le journal parlé. Une journaliste l'appelle à 10h du matin. Oui, voilà, il y a tel homme qui a fait ceci, qui est artisan de ceci, voilà, il faudrait faire un reportage pour le journal de 20h qui passera aux faits divers. Notre monteur-cadreur, à 11h, se retrouve sur place et commence à filmer son reportage. Première différence, ici, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de fil rouge, on ne sait pas trop, de base, quand on arrive, comment va se tourner le reportage. Pas de continuité prédéfinie. Première chose. Deuxième chose, pas d'identification de plan. Le cadreur, dès qu'il arrive sur place, il regarde ce qu'il pense intéressant, hop, il pose sa caméra et il prend directement. Pas d'identification de plan. Pas de script, pas de rapport de montage, pas d'information de la part du preneur de son, de la part d'un preneur de son, de la part d'un réalisateur pour dire cette prise-là est bonne, cette prise-là est bonne, cette prise-là est bonne. Rien du tout de tout ça. Notre cadreur-monteur va arriver en salle de montage. Là, quelle est la première différence? Il n'a rien de tout ça. Il n'a aucune identification de plan, aucun rapport de script pour lui indiquer au niveau des plans qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quelle est la seule chose sur laquelle il peut se baser? Il ne peut se baser que sur sa matière, directement, sur son image. Il ne peut que parcourir directement son image pour savoir quels sont les plans à utiliser. Deuxième chose, pour notre cadreur-monteur, le montage il doit être finalisé au soir. Il ne va pas prendre 1 mois pour faire le montage. Il doit prendre 3-4 heures, maximum. Ça doit être prêt pour le journal de 20h, ça doit être prêt à 19h. Donc du coup, est-ce qu'il va passer 1 semaine à dérusher? Sûrement pas. C'est l'autre différence. Alors maintenant, mettez-vous dans la peau de notre monteur news utilisant la page Edit. S'il veut tout parcourir rapidement pour pouvoir se repérer directement avec ses plans. Il clique, voilà, il essaye de parcourir, voilà, il revient, il redouble-clique, il parcourt, etc. Voilà, ce plan est bon. Éventuellement, donc directement, il peut commencer à créer un premier ours. C'est assez lent. C'est pas très pratique. Il peut essayer en mode liste, ou pas très pratique non plus. Il n'a aucune référence visuelle de ses plans. Toutes les métadonnées, est-ce qu'il en a besoin? Non. Lui, la seule chose sur laquelle il peut se baser, c'est son image. Ce qu'il pourrait utiliser éventuellement, ce sont les marqueurs pour indiquer qu'à cette image, il trouve que c'est intéressant, c'est intéressant. Je pense que vous êtes bien d'accord. Pas très pratique. Supposez maintenant avec la page cut. Déjà, notre monteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Hop, il peut afficher par liste comme ça et vite parcourir. Voilà, survoler, se dire « Ah oui, je me souviens de ce plan-là. Ah oui, regarde, ici, il y a quelque chose d'intéressant. » Directement, hop, in, out, très précis, paf, il positionne en survolant. Et ensuite, vous comprenez maintenant la fonction ici que je vous ai montrée, elle prend tout son sens. Parce que ici, s'il veut parcourir sa matière rapidement, il double-clique, hop, il fait lecture, L pour aller plus rapidement, hop, il l'a lu, deuxième plan, L pour aller plus rapidement, troisième plan, de nouveau, hop, L pour aller plus rapidement. Ici, pas de problème, il sélectionne tout, source tape, tac, il n'a plus rien à toucher. Vous comprenez l'intérêt d'une telle fonction? Et donc, comme je vous l'ai expliqué, est-ce qu'il va se servir des métadonnées?
Ben non, il n'a pas le temps, ça. Il n'a pas le temps d'utiliser, ah oui, description. Il n'a pas d'indication pour dire ceci, c'est le plan 3, la séquence 4, la prise 2. Il n'y a rien de tout ça ici. Il ne va pas s'en servir de ça. À la limite, il pourrait juste se servir des click color pour dire, ouais, ça c'est un plan que j'aime bien, ça c'est un plan que j'aime pas, ou bien des flags. Hein. Ici, est-ce qu'il va s'en servir? Sur quelle métadonnée est-ce qu'il va se baser directement? Ici. Il va se baser éventuellement, s'il a tourné un plan multicam ou autre, sur le timecode, hein, sur les métadonnées de caméra. Hein. Donc, si par exemple, il y a le reportage qui a été tourné avec 2 caméras différentes, hop, il va classer sur les 2 caméras rapidement, ou bien sur la durée, hein, sur le nom du clip, etc., qui aura été indiqué. Et il va vouloir parcourir tout ça rapidement. Vous voyez, cette page cut ici, avec ces outils-là, est pensée littéralement pour pouvoir parcourir une matière très rapidement, hein, la survoler et pouvoir se repérer facilement à son image. Même chose au niveau du montage. Supposez maintenant que notre monteur, il commence à faire un premier ours. Ben là, de nouveau, hein, il était sur un plan comme ça. Ah voilà, ok. Voilà, ce plan-là est pas mal, je le positionne. Voilà, je fais directement hop, append that end. Ici, hop, voilà, tac. À moins d'utiliser le raccourci clavier, c'est pas très pratique. Ici, tout de suite, tac. Ah voilà, ça c'est bon. Là, quand il aura positionné ce plan-là, par exemple, il se dit « Oh, mais attends, tu trouves pas que le plan que j'ai parcouru tout à l'heure, hein, c'était pas mal pour ça hein, ?» Ici, page edit. Ah, remonte, c'est lequel? Ici, s'il a tout sélectionné et qu'il est en source state, hop, 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 hop. Ah voilà, c'est celui-là. Tac, paf, il l'a retrouvé. Tchac. Et, point intéressant, supposez maintenant que notre monteur news, il ait fait un montage. Hein, il a déjà fait un ours assez long. Hein, et donc là, du coup, quand il se retrouve dans cette situation, est-ce que tu ne trouves pas que ce serait bien de remettre ce plan au début? Là, ah oui, oui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il doit faire ici? Maj Z, directement, reparcourir, aller au point où il pense, tac, hein, rezoomer, se positionner précisément sur la tête de lecture, insérer. Et s'assurer, bien entendu, que sa tête de lecture est bien positionnée au point de coupe. Ici, page cut. On est au bout. Ah, est-ce que tu ne trouves pas que le plan tout à l'heure, il serait pas mal au début? Il serait pas mal au début entre les plans 1 et 2 hein. Oui, vas-y, reprends-le. Tac, donc, vous savez, hop, on utilise le source tape. Ah, voilà, c'est celui-là. Hop, directement, avec la micro-timeline. Pas de zoom, pas de dézoom. Tac, ici. Il peut prendre, poc, positionner directement et insérer le plan, sans devoir faire des zooms, zoom, se repositionner, etc. Et même s'il positionne juste sa tête de lecture, ah voilà, c'est juste entre ce plan-ci. Je vous rappelle, le problème qui peut arriver très souvent hein, en edit, si on n'est pas précisément sur le point de coupe ici et qu'on fait un insert, hein, on va avoir un faux raccord. On va avoir ici une partie de plan indésirable qui va être entre les 2 coupes. Ici, un cut à... Oui, voilà, c'était après ce plan-là. Pas besoin de se soucier directement d'être bien sur la coupe. Hein. Hop, Smart Insert. Tac. Tout de suite, il sait que ça s'est positionné au point de coupe. Vous voyez, pas besoin de se prendre la tête. Voilà, bon, je pourrais trouver plein d'autres cas, plein d'autres situations pour vous expliquer ces phénomènes, mais l'intérêt, est-ce que vous comprenez à qui, du coup, selon moi, cette page cut est adressée? Elle est adressée aux monteurs news, aux monteurs capsules, aux monteurs reportage qui doivent monter très rapidement, qui ont de la matière non répertoriée au préalable hein, par des rapports, par des informations. Hein, vous voyez, ceux qui doivent monter vite, très rapidement, en se repérant directement à leur matière. Mais ce n'est pas intuitif, ce n'est pas pensé pour être plus intuitif. Parce que par exemple, le source tape, est-ce que vous avez trouvé ça intuitif? Est-ce que vous trouvez ça que c'est super évident de comprendre à quoi ça sert? Ben non, il faut le comprendre. Je crois qu'un monteur débutant, il ne va pas forcément comprendre, 1, à quoi ça sert, 2, comment on l'utilise. Vous voyez, c'est pas pensé pour être intuitif, c'est pas pensé pour être plus simple à appréhender. Non, c'est pensé de nouveau, ce sont des outils qui ne sont pas pensés pour être plus simples, ce sont des outils qui sont pensés pour être plus rapides avant tout, adressés aux monteurs news, aux monteurs capsules, ceux qui doivent monter très rapidement en se basant sur une matière non dérochée, non répertoriée. Vous comprenez? Pour moi, c'est ça, et d'ailleurs ce qu'on a fait ici avec le source tape, c'est typiquement donc in, out, et positionné, vous voyez de nouveau un monteur news, hein, si dans la page edit, il se positionne ici, il fait un in-out, il fait un insert, hop, de nouveau ici maintenant, c'est la timeline qui est active, hop, il doit re-switcher de nouveau sur le moniteur source. Ici, voilà, le moniteur source reste actif dès que vous positionnez. Il parcourt directement et il fait par exemple ici, typiquement, ce qu'on appelle un montage cut, d'où le nom de la page. Pas besoin d'aller chercher très loin, c'est pour faire du montage cut. C'est-à-dire simplement du montage coupé dans un plan, dans une matière intégrale, tac, 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 et cut directement. Même chose, le spoof cut par exemple.
Qui va se servir en priorité du smooth cut? Qui? Dans quel cas le smooth cut s'utilise le plus? Dans le cas d'interview. Quand vous avez filmé quelqu'un en interview et que vous avez dû couper dans son interview pour couper une partie et que vous n'avez pas de plan de recouvrement et hop, vous avez l'outil direct ici pour beaucoup plus facilement appliquer un smooth cut. De nouveau, option pensée pour les monteurs news, les monteurs reportage. Vous comprenez? Donc voici ma conclusion. Je me trompe peut-être si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que c'est faux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je pense que cette page n'est pas adressée aux monteurs débutants, pas du tout. Elle est vraiment adressée aux monteurs rapides qui ont besoin de faire un montage en 3-4 heures qui se base sur une matière non répertoriée. Elle est vraiment pensée pour avoir un montage rapide à l'image, un montage cut qui se rapproche fort du montage cut. Ce n'est pas un équivalent d'iMovie, ce n'est pas un équivalent de Windows Movie Maker, enfin ce n'est pas une réponse de Blackmagic à iMovie, éventuellement à Final Cut Pro 10, puisque, disons-le, l'une des plus grandes qualités de Final Cut Pro 10, c'est vrai qu'il est très intuitif, très très simple à comprendre. Non, c'est pas pensé pour ça, ce n'est pas pensé pour être intuitif. En fait, c'est plutôt une réponse de Blackmagic à Kinedit ou Synergy. Ces deux logiciels, par exemple, sont très utilisés dans les studios de télévision. Ici, on avait une page edit plus orientée cinéma, vous voyez, plus orientée cinéma et montage général. Ici, voilà, je crois, la réponse de Blackmagic pour séduire les monteurs télévision. Vous voyez, à mon avis, ici, ça s'adresse à la télé, ça s'adresse aux monteurs rapides. Voilà donc ce que je pense de cette page cut. Et pour finir, mon avis sur cette page cut, mitigé, je ne suis pas totalement convaincu. Il y a des outils qui sont très pertinents, comme par exemple le coup du parcours de matière qui fonctionne très très bien, etc. Les deux timelines, de nouveau, qui sont, vous l'avez vu, intégralement pensés pour empêcher, éviter de devoir faire des niveaux de zoom, etc. Mais voilà, il y a des fonctions qui sont, je trouve, mal pensées, notamment si je vais dans les effets ici, les outils temporels, c'est vraiment pas précis, pas pratique, c'est beaucoup plus pratique de directement le faire sur le plan avec référence visuelle, surtout pour un monteur news, donc c'est pas génial, je trouve. Les outils audio sont très limités. Il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'un monteur news, il doit quand même faire des fondus. Enfin, c'est vrai que, évidemment, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que le Dissolve fonctionne aussi avec les clips audio. Mais voilà, je sais pas. Je crois qu'il y a un très bon début, il y a un potentiel qui est là, mais je ne suis pas intégralement convaincu par cette page cut du premier abord. Bien, je crois que la vidéo est assez longue. On va en rester là. Merci. J'espère que cette vidéo vous a été instructive et vous a apporté quelques informations sur la page cut de ce Resolve 16. Et je vous retrouve le week-end prochain pour poursuivre la formation étalonnage sous Resolve 15. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.